Porter du Nike avec du Adidas, on est bien d'accord que c'est interdit. Hein. Regarde, on a testé avec l'intelligence artificielle et... je sais pas, il y a quelque chose qui cloche comme ça, tu trouves pas? Et pourtant, c'est trop bizarre parce qu'en vrai, les deux marques font des baskets, sont partenaires des plus gros événements sportifs qu'on kiffe regarder, les deux créent la mode du sportswear et sont portés par tes stars préférées. Alors, pourquoi on ne pourra jamais, au grand jamais, mélanger les deux? Et surtout, d'où vient l'une des plus grosses rivalités du monde des affaires? On est en 1984 dans l'Oregon. Ce jour-là, Michael Jordan n'a pas encore commencé sa toute première saison NBA avec les Chicago Bulls. Il est dans les locaux de Nike et à ce moment-là, c'est pas encore la légende du basket qu'on connaît. Pourtant, il est sur le point de signer un contrat commercial historique dans l'histoire du monde du sport. Et de leur côté, au moment où Jordan signe le contrat, les dirigeants de Nike sont sans le savoir en train d'infliger à Adidas une des plus grosses hagras de son histoire. Une défaite qui aura un impact pour toujours et qui fera de Nike, encore aujourd'hui, le GOAT du marché. Ce fameux jour, David a définitivement battu Goliath. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut reprendre l'histoire depuis le début. À la base, c'est Adidas qui voit le jour en premier. Cette marque, c'est la création de deux frères, Adolf et Rudolf Dassler. Les deux sont originaires de Bavière en Allemagne. On est dans les années 1920, et s'appeler Adolf et Rudolf à ce moment-là, c'est encore stylé. Le petit génie de l'invention dans le duo, c'est Adolf et qui est Adi. Il adore créer des chaussures avec des matériaux de la Première Guerre mondiale, du upcycling avant l'heure en fait. À un moment, Adi décide de passer à la vitesse supérieure avec son entreprise. Et pour ça, il a besoin d'un bras droit qui n'a pas peur du monde des affaires. Ce sera son frère, Rudolf. Donc, dans les années 1920, les deux bros décident de lancer leur entreprise de chaussures de sport. La fabrique de chaussures des frères Dassler. Je vais éviter l'incident diplomatique et pas essayer de le prononcer en allemand. Tu comprends. Il faut dire qu'il y a un marché, étant donné la qualité des autres chaussures de sport qui sont vraiment bien pourries à cette époque. Alors, regarde-moi cette paire. Regarde-moi ça. What are those? Mais c'est quoi ça? Du coup, vu que les frères le font mieux que les autres, ils vont vite savoir se démarquer. Et ils vont commencer à vendre leurs chaussures dans plusieurs grands clubs de foot allemands. Et surtout, ils vont équiper les sportifs allemands d'athlétisme. Mais il faudra attendre les Jeux Olympiques de 1936 pour voir les frères Dassler réaliser leur premier placement de produit historique. Et je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ces jeux. En 1936, il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, c'est Adolf Hitler qui est au pouvoir. Donc, le nazisme domine la politique allemande, et on peut pas dire que les frères Dassler soient des résistants, si tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai oublié de te dire, je suis nazi. Bon, bah c'est trop tard. Et c'est dans ce contexte qu'Hitler veut profiter des JO qui se passent chez lui pour montrer au monde que soi-disant la race blanche est supérieure aux autres. Sauf qu'en 1936, l'homme le plus rapide du monde, il est noir. Et ouais, c'est Jesse Owens, mesdames et messieurs. Et ça, les frères Dassler le savent. Ils vont prendre le risque, malgré le pouvoir en place, de lui donner une paire de leurs chaussures. Les affaires sont les affaires. On peut être nazi et voler riche quand même, hein. Alors non seulement Jesse Owens va les kiffer, ces chaussures, mais en plus de ça, il va gagner 4 médailles d'or avec ce modèle au pied. 100 mètres, 200 mètres, son longueur, 4 fois 100 mètres, le mec rafle tout sous les yeux remplis de rage d'Hitler. Je sais pas si t'imagines, un noir qui défonce tout le monde avec des chaussures allemandes au pied en plus. Eh oh, ça va pas ou quoi là? Les frères Dassler passeront un cap grâce à cet épisode, même si après la Deuxième Guerre mondiale, ils finiront par se séparer. Les deux frères arriveront même au point où ils se détestent, et Rudolf créera sa marque de son côté, Puma. Et en 1949, Adi lui créera, et ouais, tu comprends vite, Adidas. En vrai, cette histoire entre les deux frères, Adidas et Puma, elle est assez connue, donc je vais pas m'attarder dessus trop longtemps, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker les sources en description de l'épisode. Let's get ready to rumble! À partir de sa création, Adidas devient la marque de sport incontournable dans le monde. C'est de la qualité, et les sportifs adorent. Et jusque dans les années 70, la marque navigue un peu seule au top. Mais ce que les dirigeants d'Adidas ne savent pas, c'est que dans l'ombre, au même moment, 2 Américains se sont donné un objectif: botter le cul d'Adidas. D'un côté, on a Phil Knight. Lui est fraîchement diplômé en business de la prestigieuse université de Stanford. Quand il était étudiant, il faisait partie de la team d'athlétisme. C'est pas le meilleur, mais il a le mérite d'être passionné. Il est tellement fan d'athlétisme qu'il dit avoir eu une illumination pendant un footing. C'est décidé, il va se lancer dans le business de la chaussure de sport. Et ça tombe bien, son entraîneur, Bill Bowerman, est un genre de geek qui s'amuse à confectionner des chaussures de sport. Il essaye tout. Genre, vraiment tout. Même de la peau de kangourou. En fait, son but, c'est d'essayer de créer la chaussure la plus légère possible. Et c'est donc entre le businessman et l'inventeur que va se créer le partenariat parfait. Ensemble, ils vont d'abord tenter de commercialiser les chaussures d'une marque japonaise, les Onitsuka Tiger. Mais la collab ne dure pas, parce que la marque finit par s'occuper elle-même de sa distribution aux States. Et c'est finalement en 1972 que Nike est créé. Et avec ça, la première paire, les Waffle.
Et pourquoi ce nom, tu me diras? Bah, parce que ce qui a inspiré la création des semelles de cette chaussure, c'est un moule à gaufres dans la cuisine de Bowerman. Si, je te jure. Dans la tête de Knight et de Bowerman, l'ambition dès le départ, c'est de devenir la marque américaine de sport de référence. La confiance dans l'équipement sportif, elle passe par les performances des athlètes. En gros, plus un athlète fait des exploits avec cette marque, plus cette marque y sera associée. Logique. Elle sera considérée comme la technologie qui aura permis au sportif de déployer tout son potentiel. C'est une technique marketing qui est déjà utilisée depuis longtemps chez Adidas, que Nike va reprendre. Alors Nike va partir à la conquête de l'athlète qui va représenter l'identité de la marque. Et même s'ils ont cru en beaucoup de sportifs, cette personne, spoiler alert, ce sera Michael Jordan. Si aujourd'hui ça te semble normal de voir des athlètes porter fièrement du Adidas ou du Nike aux Jeux Olympiques, ça n'a pas toujours été apprécié par le comité. Un élément très important dans l'explosion du sponsoring des athlètes, c'est quand la télévision couleur est arrivée dans presque tous les foyers. Adidas, avec Horst à sa tête, le fils d'Adi, l'a bien compris et il a fait un move incroyable aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich. Il a donné une paire de gazelles à Mark Spitz, le nageur star de l'époque. Adidas veut que Spitz montre la paire quand il sera sur le podium, sauf que les chaussures des nageurs ne sont pas censées être visibles. Alors ce qu'il fera, c'est de les porter à la main, et ça va créer un engouement incroyable. Les journalistes vont le prendre en photo, la paire sera bien visible par toutes et tous, jusqu'au point où ça va même énerver le comité olympique. Ah ouais, qui se pètent sur le trottoir les fashion là. Les collabs avec les personnalités, ok, mais Nike va forcer Adidas à se diversifier et à aller au-delà du sport. Vous pouvez interdire les Jordan 1 sur le terrain, mais pas dans la rue. Ce slogan, il va complètement bouleverser le game. Ouais, parce que je sais pas si t'es au courant, mais les Air Jordan 1 noirs et rouges, elles étaient pas conformes au code vestimentaire de la NBA. Et Nike s'est même engagé à payer l'amende de 5000 $ par match pour que Michael Jordan puisse quand même les porter et que la paire continue à être vue. Et c'est là qu'ils ont l'idée géniale de ce slogan. Ils vont utiliser cette interdiction pour la tourner à leur avantage. Et là, boum, ça fait exploser les ventes. T'es même plus obligé d'être un fan de basket pour porter des Air Jordan. Après ça, Nike continue de récupérer des parts de marché et Adidas doit se contenter de la place de second après des années de monopole. Et en plus de ça, au même moment, d'autres marques émergent, comme Reebok. Et donc, la concurrence s'intensifie. Alors Adidas, pour essayer de rattraper son retard, va démarcher des pointures de Nike. Sans mauvais jeu de mots. Et Peter Moore, le designer à l'origine de la première Air Jordan, et Rob Stasser, le génie du marketing, vont quitter la marque à la virgule pour celle aux 3 bandes. Et ils vont conseiller à la marque de revenir aux bases en rafraîchissant des modèles qui ont bien fonctionné dans le passé. Notamment la Stan Smith. Stan Smith. Adidas, c'est un univers, un style et une hype. C'est ça qu'il faut vendre. Une fois que les équipements de sport sont sortis des stades, c'est là que les choses vont complètement être chamboulées et que Adidas, comme Nike, vont en fait devenir plus que des vêtements, mais des objets de pop culture. Et en parlant de culture, on est toujours à la fin des années 80, le hip-hop émerge déjà depuis quelques années, mais sa culture, ses codes, vont offrir une opportunité de renouveau. Le rap, le DJing, le graphe, le break, le hip-hop va adopter Nike et Adidas comme étant des emblèmes de la culture. C'est presque devenu l'uniforme pour exister dans Harlem, dans le Bronx ou encore dans le Queens. Et pourtant cette culture, elle n'est pas forcément dans les plans d'Adidas ou de Nike. Disons que les deux géants, ils calculent pas trop ce mouvement qui commence à prendre de l'ampleur. Nike et Adidas, ils y connaissent pas grand chose au hip-hop. Jusqu'au jour où... Le groupe Run DMC, c'est un groupe de rap précurseur des années 1980, tout droit venu du Queens. On est en 1986, et à ce moment-là, ils sont au sommet de leur gloire. Ils en sont à leur 3e album, ils ont un feat avec le groupe de rock Aerosmith, ce qui les a rendus plus mainstream. Bref, ils sont en place. Cette année-là, pendant leur tournée, ils vont remplir le Madison Square Garden. Et eux, depuis des années, ils portent du Adidas. Par pur kiff, de manière totalement bénévole. L'ensemble. Les chaussures, c'est du Adidas. Jusqu'au point où ils ont même un morceau qui s'appelle My Adidas. Et la paire de ces années-là qui symbolise la culture du hip-hop, c'est celle-ci, la superstar. À cette époque, Lyor Cohen est leur tour manager aux côtés de Russell Simmons. Et ce Lyor, il a une idée qui va changer le game pour le groupe et pour Adidas. Lyor Cohen invite Angelo Anastasio, un représentant de la marque Adidas, pour assister au concert de Run DMC au Madison Square Garden. Pendant le morceau My Adidas, le groupe demande au public de mettre leur paire de chaussures en l'air. Et là, des milliers de personnes brandissent la chaussure de la marque à 3 bandes. Le représentant d'Adidas, il se prend une énorme claque et il se rend compte de l'impact que la culture du hip-hop pourra avoir sur le marketing d'Adidas et surtout, les grosses quichetas qu'ils vont pouvoir faire avec. L'argent, le flouze, les pécaillons, le bif, la moula,
The money, la thune aussi, puis de la thune aussi, et toi aussi, oublie pas hein, ta tête là. Et depuis, Adidas s'inscrit dans sa politique le fait de chercher des personnalités inspirantes dans le domaine de la culture. C'est vraiment inscrit dans leur stratégie, hein, qui s'appelle Own the Game, posséder le jeu, si t'écoutais pas à l'école. Et c'est donc une possibilité pour Adidas de se démarquer de Nike. Bref, la guerre continue. Nike va continuer sur sa lancée et continue à manger des parts de marché. Pendant ce temps-là, chez Adidas, c'est un peu une zone de turbulence. L'héritier Horst Dassler meurt un peu avant le début des années 1990. Et sa succession, c'est bourbier. Les membres de la famille n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui peut reprendre le flambeau. Résultat, la marque finit par être vendue de façon un peu mystique à un Français, un certain Bernard Tapie. Dans les années 1990, les deux gens vont aussi être entachés par des scandales liés à leur méthode. En bonne grosse industrie capitaliste, ils cherchent de la main-d'œuvre la moins chère possible. Résultat, on parle des ateliers de la honte pour Nike, travail d'enfant, et il y a encore quelques années à peine, Adidas était pointé du doigt dans le cadre du travail forcé des Ouïghours. Mais malgré ça, ça n'empêchera pas le marché de continuer à grandir. Et dans ce game, c'est toujours Nike qui continue de gagner. Même si leur image de marque va quand même en prendre un coup. Dans les années 2010, Adidas est toujours le petit de Nike en termes de part de marché et d'impact. Nike a même réussi à collaborer avec Kanye West, qui est un des artistes rap les plus influents de ces dernières années, et qui montre déjà son ambition de faire partie de l'industrie de la mode. Et c'est en 2009 qu'il fait ses débuts dans le monde de la mode avec la Nike Air Yeezy, un modèle emblématique qui connaît un immense succès. Et ce premier partenariat, il continue en 2012 avec la sortie de la Nike Air Yeezy 2, qui se revend jusqu'à 3000 $ sur le marché du resale, contre un prix initial de 300 $. Ça va pas ou quoi là? T'es fou quoi mec? Mais t'es complètement ravagé mon pote. Mais en 2013, Kanye crée le scandale en claquant la porte de chez Nike. Il demande à tous ses fans d'arrêter de porter la marque à la virgule. Et du coup l'idée qu'on appartienne à une marque ou à l'autre n'a jamais été aussi forte qu'à ce moment-là. Kanye accuse Nike de pas le laisser s'exprimer totalement dans le design des modèles, et surtout, la marque lui refuserait une part sur les ventes. C'est pas carré. Ils estiment que comme Kanye West n'est pas un athlète renommé, il devrait pas y avoir droit. Pour Kanye, c'est un gros manque de respect, et il a pas tort. Il a pas tort. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et rejoint l'écurie Adidas. Et ce changement, ça va être un tournant vraiment décisif. En 2015, la première Adidas Yeezy est lancée et rencontre évidemment un succès phénoménal avec des files d'attente de 24 heures devant les boutiques. Grâce au soutien de Kim Kardashian, son ex-femme, et à une communication efficace sur les réseaux sociaux, les Yeezy deviennent l'une des paires de baskets les plus populaires de cette période. Yeezy avait lancé 3 drops de 9000 chaussures qui ont été sold out à chaque fois à leur annonce. Et c'était 350 $ la paire. En 2018, Adidas augmente la production pour rendre les Yeezy plus accessibles. Bon, ce sera toujours 200 $, faudra qu'on redéfinisse accessible. Malgré ça, les paires sont sold out à chaque sortie. La collaboration entre Kanye West et Adidas prend fin en octobre 2022, après les propos antisémites de Kanye West. Bravo mon grand, parmi tous les trucs que tu pouvais faire, c'est ça que tu fais. Bah bien, super ça, bravo. Cette rupture va entraîner une énorme perte de 7% du chiffre d'affaires. Mais malgré ça, on peut dire que ça a laissé une empreinte durable sur l'industrie de la mode et des sneakers, et que ça a donné énormément de crédit à Adidas. Disons qu'ils ont recommencé à un peu faire peur à Nike. Aujourd'hui, la guerre entre les deux marques continue, et surtout, le marché du sportswear ne s'arrête pas de grandir. En 2027, au niveau mondial, le marché de la chaussure de sport, ce sera 106,6 milliards de dollars. Milliards de dollars. Pour info, c'est plus que le PIB de la Côte d'Ivoire, du Luxembourg, ou encore de l'Estonie. Et à ce jeu-là, Nike n'a jamais lâché la première place. En 2022, la marque réalise 29 milliards de dollars de ventes, contre environ moitié moins pour Adidas, et c'est une première place que même des collabs historiques avec Kanye n'ont pas permis de détrôner. Attention, hein. Ça veut pas dire qu'Adidas n'a pas de ressources. Nike, par exemple, est très dépendant du marché américain, là où Adidas est plus global. Et question popularité, en vrai, aujourd'hui ça se mesure quand même un peu aux réseaux sociaux. Et là, le point va à Nike pour Insta, mais le point va clairement à Adidas pour le nouveau terrain de jeu de la trend et de la hype, TikTok. Bref, quoi qu'il arrive finalement, entre les deux, ça se tape toujours. Et ça continuera de se taper, hein, parce qu'une chose est sûre, c'est que c'est toujours impossible de porter l'un avec l'autre. Mais bon, il reste peut-être un terrain sur lequel on peut essayer de départager Adidas et Nike. C'est ce qu'elles représentent. Au final, qu'est-ce que ces deux marques symbolisent? Pourquoi s'identifier à Nike et pourquoi s'identifier à Adidas? Nike se positionne comme un champion du dépassement de soi et de la performance. Sa stratégie de branding met l'accent sur l'inspiration et la motivation en utilisant des athlètes célèbres pour incarner ses valeurs. Le slogan Just Do It, qui signifie fais-le là, mais fais-le simplement, fais-le. Ça illustre très bien cette philosophie. Pour eux, c'est la performance qui compte. Adidas,
De son côté, met l'accent sur la créativité et l'innovation durable. Il mise sur l'aspect émotionnel lié à leur marque. Adidas se distingue par ses collaborations avec des artistes et des designers, et elle cherche toujours à intégrer la culture et le lifestyle dans ses produits. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui le sportswear c'est devenu juste une façon de vivre. Dans les rues, tu peux autant croiser une mère de famille en tailleur sortir du bureau avec des Air Force aux pieds qu'un chef d'entreprise en costard avec sa paire de Samba. C'est juste devenu normal d'avoir une paire de baskets dans sa garde-robe, un peu comme avoir des sous-vêtements en fait. Mais je pense qu'on peut dire que même si tu portes pas du Nike avec du Adidas, il est clair que l'un n'existerait pas sans l'autre. Et surtout, ces marques font aujourd'hui tellement partie de notre quotidien que c'est devenu des objets de pop culture. Regarde, dernièrement, une collab vient d'être annoncée entre Nike et le summum de la pop culture, Lego. On arrive à la fin, alors j'espère que ça vous aura plu. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu es team Nike ou team Adidas? Moi perso, je porte des Crocs et je vous emmerde. Allez, bisous.